Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Découvrons tout de suite ensemble les titres qui seront développés dans cette édition. L'ouverture aujourd'hui du salon Ever au chapiteau de Fontvieille, le salon dédié aux énergies renouvelables et à la mobilité durable. Après les automobiles, les camions électriques, le marché est en pleine expansion. Nous serons avec Jérôme Flassailleur, directeur électromobilité et énergies alternatives chez Volvo Trucks France. Il nous présentera la technologie des camions propres. L'éducation au bon geste respectueux de l'environnement, cela passe aussi par l'assiette. Le chef doublement étoilé Marcel Ravin a reçu ce matin des élèves de Monaco impliqués dans le projet d'Air Marine éducatif pour leur apprendre à consommer durable. La suite de notre série de reportages à Gênes où s'est rendu le prince Albert II ce week-end. Il sera question du parallèle entre l'art génois du XVIe siècle et les fresques découvertes au Palais Princier lors des travaux de restauration initiés depuis 2013. Un parrain qui ne manque pas d'humour mais surtout de cœur. Les élèves de la nouvelle promotion de l'Institut en soins infirmiers ont choisi Elie Semoun comme parrain et la rencontre a eu lieu ce matin. L'invisible, ce que l'on ne voit pas mais qui nous entoure, ce qui peut générer intuition, rêve. Notre deuxième invitée sera la psychologue Marie de Henzel. Elle a donné hier une conférence à la médiathèque autour de son livre « Vivre avec l'invisible ». Mais pour débuter ce journal, intéressons-nous aux technologies vertes. Le salon Ever fait référence en la matière. L'édition 2022 a débuté aujourd'hui au chapiteau de Fontvieille. Et pour découvrir ce qui vous y attend, un petit avant-goût avec le reportage de Frédéric Elion et Thomas Deus. Les véhicules électriques et rechargeables représentent aujourd'hui plus de 12% du parc automobile de la Principauté. Monaco a donc déjà bien enclenché son processus de transition énergétique. Depuis 2006, la Principauté accueille un salon Ever Monaco, le grand rendez-vous des acteurs du monde de la mobilité durable. C'est avant tout d'essayer de promouvoir la mobilité propre, dans une certaine mesure aussi les énergies renouvelables et depuis un certain nombre d'années, les innovations avec le développement d'un secteur de start-up. La 17e édition d'Ever Monaco a débuté ce matin au chapiteau de Fontvieille. Le prince Albert II est venu inaugurer le salon et est arrivé au volant d'un camion électrique de chez Volvo Trucks. Le souverain est ensuite allé à la rencontre de la quarantaine d'exposants présents. Pendant 3 jours, Ever Monaco permet de découvrir de nouveaux véhicules comme la Yo-Yo de chez XEV, un véhicule 100% électrique présenté en avant-première en Principauté. Révolution parce qu'à juste titre, elle a des spécificités techniques que n'ont pas d'autres voitures de par le monde. Aujourd'hui, en tout cas, on a des batteries, par exemple, amovibles. Ce qui va permettre à certains acteurs, notamment les entreprises, de faire du swapping, de changer les batteries en l'espace de 3 minutes. Vous pouvez bien sûr charger la voiture de façon traditionnelle avec une prise T2 ou une prise domestique. Vous avez 150 km d'autonomie en ville. C'est une voiture qui, en règle générale, va rouler jusqu'à 90 km/h en mode sport. Un mode économique à 75 km/h. Donc clairement, vous avez une autonomie largement suffisante pour aller faire vos courses ou vous déplacer sur des petits trajets. Camions, voitures électriques, mais aussi scooters, New est le leader européen du 2 roues électriques. Nous sommes concessionnaires Yamaha à Menton et nous avons le secteur Monaco pour ce qui est de New. Aujourd'hui, le temps est vraiment à l'écologie, on n'a pas le choix. Ce sont des scooters qui sont entièrement équipés de batteries qui sont recyclables. Pour le modèle phare, donc le Evo, qui vient de sortir, on a une autonomie de 75 km à 100 km/h. Donc ça, c'est vraiment une prouesse. Un village de start-up a également été installé. Plusieurs dizaines d'entreprises sont venues présenter leur innovation et peuvent rencontrer d'éventuels investisseurs. Et l'une des attractions de ce salon Ever, ce sont les camions électriques du groupe automobile Volvo. Comment appliquer notamment à des poids lourds une technologie déjà utilisée sur des voitures plus petites? Quelle autonomie? Quelle batterie? Et quelles autres énergies alternatives en complémentarité de l'électrique? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité est le directeur électromobilité et énergie alternative chez Volvo Trucks France. Bonsoir Jérôme Flassailleur. Bonsoir. Vous avez été nommé il y a tout juste un peu plus d'1 an chez Volvo à ce poste. Il y avait une volonté dans le groupe d'accélérer l'avancée du développement et de la vente des véhicules électriques ou fonctionnant avec des énergies alternatives. Il y a clairement une volonté dans le groupe d'accélérer sur l'électromobilité
Et la preuve en est qu'en 2021, on est leader européen avec 42% des parts de marché en Europe avec le camion électrique. L'objectif principal, au départ, c'est de réduire l'empreinte carbone des véhicules. Alors notre objectif principal, en premier lieu, il est plutôt pour répondre aux défis des villes, de réduire la pollution urbaine, notamment au niveau des particules et puis des NOx, donc avec des camions urbains, 16 et jusqu'à 26 tonnes, qui sont produits en série dans notre usine de Blainville, et puis bien entendu de réduire les émissions de carbone, de réduire notre empreinte carbone avec des camions complètement électriques qui ne rejettent aucune émission. J'imagine, Jérôme Flassailleur, que compte tenu de la taille des camions, la tâche est plus ardue que pour des véhicules de plus petite taille. Alors, on parle là de véhicules utilitaires, de poids lourds? Donc là, on parle de poids lourds. On parle de camions de 16 tonnes jusqu'à 44 tonnes. Notre gamme s'est étendue et on va démarrer les productions de nos modèles lourds, donc qui seront faits pour faire de la distribution lourde jusqu'à 44 tonnes et de la construction lourde également jusqu'à 44 tonnes. Et on démarre la production série dans notre usine à Göteborg à partir de septembre de cette année. Mais très concrètement, quelles sont les technologies utilisées? Elles diffèrent des véhicules de plus petite taille? Alors les technologies pour le stockage de l'énergie, ça reste de la batterie lithium-ion, tout comme l'utilise le véhicule léger, sauf qu'on embarque quand même beaucoup plus d'énergie dans nos batteries. On a des batteries qui pèsent plus de 500 kg, et sur des camions on peut en embarquer 4 sur les modèles qui sont comme derrière nous. On a un véhicule équipé de 4 batteries de plus de 500 kg, donc il y a plus de 2 tonnes de batteries. Et puis sur les modèles lourds qu'on va lancer en production à partir de septembre cette année, on pourra embarquer jusqu'à 6 batteries. Donc ça, voilà, on aura plus de 3 tonnes de batteries embarquées sur nos véhicules. Il y a un enjeu qui est important et c'est souvent la clé de la demande de la part de la clientèle, c'est l'autonomie. Qu'en est-il ? Alors sur les modèles urbains, comme le FL 16 tonnes ou le FE 26 tonnes qui est juste derrière nous, on est sur des autonomies qui sont aux alentours de 200 km. Et pour des applications urbaines, c'est très souvent suffisant. Et ensuite, on recharge le camion pendant la nuit puisque ces véhicules sont souvent utilisés pendant la journée et puis au dépôt pendant la nuit. Sur les camions lourds, avec les productions qui vont sortir à partir de septembre, on ira jusqu'à 300-380 km suivant le modèle et le tonnage. Et à chaque fois qu'on parle d'autonomie d'un camion électrique, il faut prendre bien sûr le cycle d'application. Et contrairement à un véhicule léger, il porte très souvent une carrosserie qui elle-même consomme de l'énergie et donc vient affecter l'autonomie d'un camion. Alors, on a au départ, lorsqu'il a été question de ces nouvelles énergies, on a beaucoup parlé de l'électrique. Aujourd'hui, quelles sont les énergies alternatives qui marchent ou se révèlent prometteuses ? Alors, on sait très bien que ce qu'on vise pour réduire nos émissions, aussi bien de polluants que de CO2, eh bien, ce sont des véhicules qui n'émettent ni polluants ni émissions de CO2. C'est-à-dire des camions électriques ou des camions électriques à batterie ou des camions électriques avec une pile à combustible. On sait qu'on ne va pas passer à ce stade-là d'un coup et qu'on va avoir besoin d'une transition énergétique et des énergies de transition comme les biocarburants par exemple. Donc on peut noter le B100 par exemple, du biodiesel. On peut noter aussi du HVO qui est aussi un biodiesel et qui permet de réduire les émissions plutôt dans la phase puits jusqu'au réservoir du véhicule. Et puis on a également des possibilités avec du gaz, que ce soit en version comprimée ou en version liquéfiée, et qui viennent aussi réduire l'impact environnemental des camions. Est-ce que l'on peut imaginer que dans un avenir proche, on ait plus de véhicules électriques ou fonctionnant aux énergies alternatives qui sillonnent les routes d'Europe ? C'est très clairement notre objectif, puisque à partir de 2050, eh bien, nous allons répondre aux accords de Paris avec des véhicules qui seront neutres au niveau carbone. Et puis, à partir de 2030, nous pensons qu'un camion sur 2 qui sera produit sera un camion électrique. Donc on est très clairement dans cette tendance-là. Merci Jérôme Flassailleur, directeur électromobilité et énergies alternatives chez Volvo Trucks, d'avoir été notre invité alors qu'a ouvert aujourd'hui le salon Ever. Eh bien, je vous remercie également. Au revoir.
Restons dans le domaine de la protection de l'environnement avec la gastronomie durable. Le chef Marcel Ravin a reçu aujourd'hui des élèves de 7e de l'école de Fontvieille pour leur proposer une petite leçon de choses sur le thème de la consommation durable sous l'égide du projet d'aire marine éducative. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi y ont assisté. Bonjour. Bien, écoutez, soyez les bienvenus. Il s'agit cette année de la 4e génération du projet d'action pour la mer. Des élèves de la Principauté ont eu pour consigne d'élaborer individuellement un menu, sans instruction préalable, de manière à mettre l'accent sur les bonnes et mauvaises pratiques de consommation. Il y avait conjointement des travaux de réaménagement du solarium, donc qui sont magnifiques, et les élèves ont d'ailleurs été intégrés au projet de réaménagement du solarium sur lequel se trouve l'AME. Et pour pallier cette problématique, on a décidé de les faire travailler sur la consommation durable. Oui. C'est un menu que nous pouvons manger toute l'année et qui respecte les fruits. On les voit motivés et puis on les voit surtout évoluer. Là, ils ont compris par exemple la problématique, les bilans carbone, on leur a fait calculer le coût d'un ananas qui est transporté depuis les Antilles pour arriver ici, alors que si ici on propose des produits locaux, il y a quand même une grande différence en termes de consommation énergétique. La fleur a une particularité, c'est que ça a un goût. Mais ça a un goût marin, c'est un goût iodé. Marcel Ravin s'est beaucoup investi dans ce projet. Les enfants ont pu échanger avec le chef étoilé autour du potager du Monte Carlo Bay. Il y a diverses variétés de radis. Et là, nous sommes sur un radis qu'on va appeler radis pastèque. Parce qu'on va le couper. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il est légèrement rosé. Avec une envie de toucher et de goûter à tout, les élèves ont pu se familiariser avec les produits de saison. Ces différentes étapes ont conduit à proposer 5 nouveaux menus en veillant à sélectionner les ingrédients les plus adaptés. Je crois qu'il faut garder son âme d'enfant pour pouvoir comprendre les enfants. Le fait de venir et d'être complètement immergé, on pourra maintenant leur parler, je suis convaincu qu'ils seront encore plus attentifs. Je ne sais pas si je pourrais le faire tous les jours, mais passer un peu de temps avec les enfants comme ça et faire profiter de notre connaissance et de les voir les yeux pétillants comme ça, c'est incroyable et c'est génial. Ce menu durable sera proposé le 17 juin dans toutes les cantines scolaires de la Principauté. Ça permettra aussi à tous de manger sainement, correctement et d'avoir assez pour tout le monde. Le projet devrait être reconduit chaque année par la Société monégasque de restauration. Au chapitre institutionnel, des changements de présidence de commission au Conseil national. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Faisant suite à la nomination de Christophe Robineau en tant que ministre des Affaires sociales et de la Santé, les élus du Conseil national ont procédé à son remplacement à la présidence de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Marc Mouroux, jusqu'alors président de la Commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports, a été désigné pour succéder à Christophe Robineau. Quant à Marine Grisoul, elle occupera désormais la présidence de la Commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports à la place de Marc Mouroux. Elle aura ainsi en charge de lancer dès aujourd'hui la session 2022-2023 du Conseil national des jeunes. Un beau geste du Lions Club au profit de la Fondation Prince Albert II. Effectivement, dans le cadre du gala des 60 ans du Lions Club monégasque organisé le 2 avril dernier à l'Hôtel Hermitage, une vente aux enchères d'œuvres d'art et une tombola ont permis de récolter des fonds qui ont été intégralement reversés à la Fondation Prince Albert II de Monaco pour soutenir l'initiative Pélagos. Le président du Lions Club a donc remis ce chèque aujourd'hui à Olivier Vanden, le vice-président administrateur délégué de la FPA2, au siège de la Fondation à la Villa Girasol. Et puis une belle initiative à présent qui s'adresse aux enfants. Et oui, le mercredi 4 mai se tiendra un atelier écoludique pour les enfants au Parc Princesse Antoinette. En collaboration avec l'association Les Petits Écoliers de Monaco, la mairie a organisé dès le début du mois d'avril un programme d'ateliers écoludiques pour les enfants dispensé dans la salle polyvalente à Fabrica, située au niveau de l'entrée supérieure du parc. Le prochain atelier, Mon petit tableau
tableau floral proposera 3 sessions, une à 14 h, une autre à 15 h et puis une enfin à 16 h. Au programme, fabrication d'un tableau floral pour la fête des mères à partir de produits 100% recyclés. Les futurs participants sont donc invités à se munir d'un couvercle en carton type dessus de boîte à chaussures afin de s'en servir pour cadre et de fond pour leur tableau. Un atelier ouvert aux enfants de 6 à 10 ans sur inscription préalable auprès de l'association Les Petits Écoliers de Monaco. Nous vous le disions dès hier, le prince Albert II a été reçu à Gênes où il a été fait citoyen d'honneur, mais il a également saisi l'occasion de son déplacement pour participer à une table ronde avec les équipes du projet de restauration initié au Palais Princier. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Le Palais Princier est reconstruit et modernisé comme une véritable résidence sur le modèle des palais génois. Les murs et les voûtes du palais monégasque se couvrent de fresques. L'influence du génois est majeure. Après d'importantes découvertes, une équipe informelle de chercheurs s'est constituée, regroupant l'équipe de restauration des fresques, les historiens du palais de Monaco, mais aussi les représentants de la communauté université génoise. Quand on commence à comprendre ce qu'on fait, eh bien, il y a des liens qui s'établissent avec Gênes en particulier, avec d'autres régions, mais Gênes fondamentalement. Et là, il faut commencer à faire des recherches. Il y a une cinquantaine de palais, il y a des chercheurs, il y a une université, il y a beaucoup de gens, il y a des archives d'État qui sont extraordinaires. Bref, il y a tout un panel de possibilités et là, il faut structurer la recherche. Une table ronde était organisée à Gênes afin de saluer toutes les équipes pour leur implication. Aujourd'hui, l'idée étant d'essayer de déterminer quels artistes et quels ateliers génois ont pu venir jusqu'à Monaco pour réaliser ces décors. La recherche, c'est quelque chose d'insaisissable, puisqu'on sait qu'on cherche, mais on ne trouve pas forcément. Aujourd'hui, on en est à un stade où les gens sont tous très impliqués, très engagés sur la piste de la recherche. On a l'aval de Monseigneur d'une certaine façon, dans la mesure où il a bien compris l'objet de tout ce que nous faisons. On a un sujet sur l'attribution des peintures qui sont réalisées au palais. On a un sujet aussi sur la famille Grimaldi, qu'on redécouvre d'une certaine façon à la Renaissance, à Gênes. Et on a aussi un aspect iconographique. C'est un réel discours politique et qu'il faut décrypter maintenant. La découverte des nouvelles fresques monégasques offre un corpus d'œuvres élargi qui peut amener à réviser une partie des connaissances de l'école génoise de peinture du XVIe siècle. Retour à Monaco où le parrain de la promotion 2021-2024 de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, a rencontré ses filleuls. Et ce parrain est un humoriste connu, il s'agit d'Elie Semoun. Comment et pourquoi est-il devenu parrain? Élément de réponse avec Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Il était venu, à l'automne, présenter dans l'amphithéâtre Luc Lapace son film sur son père touché par la maladie d'Alzheimer. Une projection à laquelle avaient pu participer justement plusieurs étudiants de l'IFSI. Et cette soirée, elle a été extraordinaire pour ces étudiants parce qu'ils ont touché du doigt toute la complexité de la communication émotionnelle que doit avoir un soignant face à ces pathologies. Et là, c'était une famille qui nous donnait une leçon du comment faire. Hasard du calendrier, le choix du parrain doit se faire quasiment à ce moment-là. Le nom d'Elie Semoun est alors cité. Il répond oui avec un grand enthousiasme. J'étais en train de parler avec elle et c'est passionnant. C'est bien ce que je pensais, c'est des gens sympathiques, bienveillants, qui donnent leur temps, qui donnent leur énergie. Et je suis très fière d'être parrain de cette promotion, vraiment. Elie Semoun est donc parrain de ses élèves issus de la promotion IFSI 2021-2024. Elle a accompagné François Mitterrand à la fin de sa vie et beaucoup d'autres patients. La psychologue Marie de Henzel a collecté au cours de ses années d'expérience sur le terrain de nombreux témoignages faisant état de connexions possibles avec l'invisible qui nous entoure. Loin d'être médium, elle a seulement pu constater que l'invisible est bien là et peut se manifester. À l'occasion d'une conférence donnée à la médiathèque, elle a accepté de répondre aux questions que l'on peut se poser sur cet invisible mystérieux. Bonsoir Marie de Henzel. Bonsoir Patricia. Est-ce qu'il faut croire
pour entendre votre propos autour de cet invisible qui nous entoure. Non, pas du tout. Le lien avec l'invisible, c'est un lien que les gens ont de façon quasi universelle, sans avoir de croyance particulière. C'est une expérience. Par exemple, on n'est pas obligé de croire pour suivre son intuition, sa petite voix intérieure. On n'est pas obligé de croire pour demander de l'aide à un grand-père ou une grand-mère que l'on a beaucoup aimé et que l'on sent un peu comme une présence protectrice. Vous avez même des gens incroyants qui s'adressent à leur ange gardien. Donc, ce n'est pas du tout une nécessité. Mais donc, l'invisible, ce serait l'intuition, ce serait le rêve? Alors, c'est beaucoup... Vous voyez, je suis incapable d'en donner une définition autre que c'est ce que l'on ne voit pas. Mais c'est mon livre, justement, Vivre avec l'invisible, a donné la parole à des tas de gens qui mettent derrière ce mot une réalité qui diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Alors, il y a des personnes pour lesquelles c'est le rêve, c'est l'inconscient. Pour d'autres, c'est l'énergie, aussi bien des lieux, des arbres, que l'énergie qui circule entre deux personnes. Pour d'autres, ça va être justement la relation avec un mort, hein, avec quelqu'un qui est parti, qui n'est plus dans le champ du visible, mais qui est dans l'invisible, dans notre cœur, dans notre esprit. Donc vous voyez que chacun met un peu ce qu'il veut derrière ce mot. Vous avez parlé de l'inconscient qui est cher à Freud, mais cela peut se traduire donc dans la production artistique par exemple, c'est-à-dire que l'invisible alors devient visible? Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai cité une peintre qui dit « je peins l'invisible ». De même, vous avez des grands musiciens qui vous disent que, bien sûr, ils lisent des partitions, des notes, mais ils disent qu'ils jouent l'invisible. Donc, bien sûr, le créateur et le romancier aussi, d'ailleurs, le romancier se lance dans un roman et souvent il est emporté par ses personnages qui l'emmènent pas forcément là où il croyait. Donc on voit bien effectivement que ça joue beaucoup dans la création artistique. Mais Marie de Henzel, hein, je tiens à le rappeler, vous êtes psychologue, hein, vous n'êtes pas médium, mais vous nous dites donc que l'invisible, cela peut être aussi des anges gardiens, nos défunts? Oui, et ça c'est tout à fait naturel. Vous savez, quelqu'un va traverser une rue au feu rouge et puis se rend compte qu'à une seconde près, il a failli être écrasé. Et cette personne, elle n'est pas forcément croyante, mais elle va dire « Oh là là, j'ai un ange gardien ». Oui, vous voyez. Et puis la relation avec les morts, ça... Qui n'a pas dans ses morts quelqu'un qu'il perçoit comme une protection invisible? Et je m'en suis aperçue pendant le confinement du printemps, qui a été tellement difficile pour des personnes seules, isolées, cloîtrées dans leur chambre, qui m'ont dit qu'elles n'avaient tenu le coup que parce qu'elles faisaient appel à un invisible, elle dialoguait avec un invisible. Alors justement, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais comment communiquer avec cet invisible? Tout le monde peut y parvenir? Oui, bah c'est naturel. C'est une chose naturelle. Vous savez, les gens disent « bah oui, j'y parle ». Alors bien sûr, c'est des choses, on ne crie pas ça sur tous les toits parce que les gens ont peur d'être d'être jugés. Mais bien sûr, on peut parler à un invisible, lui demander de l'aide, voilà. C'est quelque chose qui est naturel et que beaucoup de gens font. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappée après l'écriture de ce livre, c'est le nombre de gens qui m'ont dit « mais au fond, ça nous fait un bien fou de nous rendre compte que nous ne sommes pas tout seuls ». Et vous avez recueilli justement dans cet ouvrage de multiples témoignages qui vont dans ce sens. Hein. Voilà, c'est basé sur des témoignages, oui. Ce n'est pas un livre intellectuel sur l'invisible, ce sont des témoignages que j'ai recueillis au fil des années et qui montrent ce lien. Marie de Henzel, vous avez aussi accompagné beaucoup de personnes en fin de vie au cours de votre carrière, dont la plus célèbre est François Mitterrand. Que pensez-vous de l'actuel débat autour du droit à mourir dignement? Sur le mot dignement, je vous dis que la dignité, c'est pas recevoir une injection
de produits mortels. La dignité, c'est d'être accompagné. C'est d'ailleurs ce qui a manqué pendant le premier confinement, où 100 000 personnes sont mortes de façon indigne parce qu'on ne leur a pas tenu la main, on ne leur a pas parlé, on ne leur a pas dit au revoir. Et ça, c'est ça la vraie dignité. Donc, par contre, le droit de choisir le moment de sa mort, ce qui est autre chose, hein, de décider du jour de sa mort, ça, effectivement, ce n'est pas permis par notre loi. Je pense que c'est un débat que nous n'avons pas encore eu vraiment. Hein, sur la liberté, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'il vaudrait mieux faire une loi sur la liberté de choisir le moment de sa mort plutôt que de parler de dignité. Merci Marie de Henzel d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour parler de cet invisible qui nous entoure et dont on aimerait bien percer les secrets. Merci. Christinda Thomel est de retour pour développer les autres informations du jour et cette exposition d'art moderne inspirée du sacré à la maison diocésaine. Oui, cette belle exposition d'œuvres inspirées par l'art sacré chrétien qui empruntent leur style à la bande dessinée, au tatouage et à la culture urbaine vient d'ouvrir ses portes à la maison diocésaine de Monaco. Illustrateur passionné de culture urbaine depuis son plus jeune âge, Raël Miguel a reçu le baptême à l'âge de 30 ans et fonde ensuite le projet Lux Mundi pour annoncer la bonne nouvelle autour de lui. Une exposition ou un nouveau regard sur la mission, l'œcuménisme et sur l'Église. Lux Mundi ou la lumière du monde, une exposition qui se tiendra jusqu'au 14 juin à l'Agora de 10h à 17h. À l'Agora où a été tourné le dernier numéro de l'émission de Monaco Info, Le Débat. Absolument Patricia, Dieu n'est pas mort. Voici le titre du film que nous diffuserons ce dimanche à 21h dans le cadre de l'émission Le Débat. Il s'agit ici d'un conflit philosophique entre un professeur et son élève dans une université américaine, entre un athée et un croyant. Juste après la diffusion du film, pour en débattre, Fabien Bonilla et l'abbé Christian Venard recevront deux philosophes, le père Paul-Marie et un étudiant en dernière année de Normal Sup, Geoffroy Deladure. Il sera question donc de philosophie, d'athéisme et de croyance. Et enfin, la parution de 2 nouveaux timbres. Effectivement, l'Office des timbres de Monaco procède le 23 juin prochain à la mise en vente de 2 timbres pour les collectionneurs et les amateurs. Le premier concerne les ruches du toit du musée des timbres et des monnaies. Un timbre lié donc à la protection de l'environnement et de la biodiversité pour la sauvegarde des abeilles, essentielles à notre planète. Le second timbre concerne le 150e anniversaire de la naissance de Louis Blériot, un fabricant de phares acétylène pour l'industrie automobile. Né en 1872 à Cambrai et diplômé de l'École centrale de Paris en 1895, Louis Blériot a marqué également l'aviation en construisant ses premiers avions dès 1901. Louis Blériot a vécu à Monaco dans son domaine Le Nid qu'il avait acheté en 1920 et qui est resté à la famille jusqu'en 1958. Une note musicale avant de passer aux prévisions météo. Le chanteur lyrique britannique Bryn Terfel s'est produit hier salle Garnier dans un environnement très sobre, accompagné d'une pianiste et d'une harpiste qu'il connaît bien. Reportage de José Sacré, Orazio Gaggino et Gianfranco Bortolin. Interprète incomparable de héros plus grands que nature, tels Wotan, Don Giovanni, Falstaff ou Scarpia, le baryton basse gallois Sir Bryn Terfel était l'invité de l'Opéra de Monte-Carlo le 26 avril pour un récital unique d'airs d'opéra, de chansons galloises et de chansons d'Ivor Novello, accompagné par la pianiste Annabel Twait et la harpiste Anna Stone. I have to tell you, the harpist is my wife. So we're keeping it in the family. And I hear the harp every day now. I can even tell you there are 47 strings, 7 pedals. I can give you the starlight, love unchanging and true. I'm sorry to say about a Formula One car, but it needs to stop and have a service and change the tyres. We also need to take the back seat as singers. You know, a grand opera can be rehearsed for 7 weeks and you're in an automatic pilot, singing, even more confidence by every performance.
But for a song recital, there's this intimacy, and that we have to be the storytellers. And also, there is a choice that you have to make of which songs you like to sing and which poets that you react to personally. Et enfin, le traditionnel détour quotidien par les cartes météo. À quoi peut-on s'attendre demain, Chrisinda? Eh bien, demain, Patricia, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies qui subsistent durant la journée. Un climat de saison, comptez 20 degrés pour les maximales et 14 degrés pour les minimales. Le soleil se lèvera à 6h25 et se couchera à 20h29. Demain, nous fêterons les Valéries. Et l'on en connaît tous des Valéries. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau. Nous nous quittons avec les photos du jour. Stéphane Dana est allé de très bon matin suivre les travaux en cours plage du Larvoto avant le début de la période estivale. Très belle soirée à vous.